Hello, Jessica. We're from Australian TV. Hi. How's the trial going? Yeah, it's been going okay, but I can't really say anything right now. I understand. Do you know who murdered? No, I have no clue. La séquence que vous venez de voir est tout simplement le premier jour de procès de Jessica Wong, la femme qui a été accusée d'avoir empoisonné le café de sa meilleure amie. Mais pour Jessica, elle n'y est pour rien. Elle nie toutes les accusations en bloc et pense même se faire acquitter quelques heures après son arrestation. Mais son procès va prendre une tournure inattendue, mais surtout surprenante. Voyons ensemble aujourd'hui l'affaire de Jessica Wong. Jessica Wong est née en 1988 à Jakarta, en Indonésie. Elle est la plus jeune enfant du couple Winardi et Imelda Wong. Et pour que vous compreniez bien, il faisait partie de l'une des familles les plus riches de la ville. Le père de Jessica, Winardi, était très célèbrement connu sous le nom du roi du plastique, puisqu'il était à la tête d'une grosse entreprise de distribution de plastique dont les exportations se faisaient principalement en Australie. En 2005, les affaires sont florissantes. Les entrées d'argent sont nombreuses et le couple Wong décide de déménager en Australie, laissant derrière eux leur fille Jessica afin qu'elle puisse finir ses études. Ce n'est qu'en 2008 qu'elle va décider de déménager à Sydney avec sa famille pour continuer ses études en design. Et ce sera durant ses études au Billy Blue College of Design que Jessica va faire la rencontre de ses nouveaux amis, notamment une autre élève du nom de Myrna Salehin. Et la famille de Myrna avait aussi énormément d'argent, ce qui va donc tout naturellement rapprocher les deux filles, au point de devenir meilleures amies. Durant les années d'université, Myrna, la meilleure amie de Jessica, va faire la connaissance d'Arif et ils vont rapidement se mettre en couple. Après avoir obtenu son diplôme, Myrna va donc décider de quitter l'Australie pour retourner vivre en Indonésie, laissant sa meilleure amie Jessica derrière elle. Les années suivantes, Jessica va trouver un travail et va même obtenir la citoyenneté australienne. Malgré la distance et les années, les deux amies vont rester en contact et se tenir au courant mutuellement de ce qu'elles font dans la vie. En 2015, sans prévenir qui que ce soit, Myrna, accompagnée d'Arif, retourne en Australie pour annoncer à leurs amis qu'ils allaient se fiancer. Le mariage était prévu pour la fin de l'année et ils étaient extrêmement heureux de partager la nouvelle avec leurs connaissances. Myrna et Arif vont alors organiser au cours des semaines suivantes plusieurs rencontres avec d'anciens camarades de classe pour leur annoncer la bonne nouvelle, mais surtout les inviter à venir à leur mariage. En juin 2015 donc, Myrna envoie un message à Jessica, sa meilleure amie, pour lui annoncer son retour en Australie, mais surtout l'inviter à dîner. Alors qu'on s'attendrait tous à une soirée où les deux femmes vont partager leurs bons souvenirs ensemble, rire et fêter, ce sera le total opposé qui va se passer. Dès les premières discussions, Jessica va suggérer à sa meilleure amie Myrna de larguer son fiancé Arif. La raison derrière tout ça, elle lui aurait tout simplement expliqué qu'il n'était pas assez bon pour elle. Myrna aurait alors très mal pris la suggestion de Jessica et lui aurait dit en retour de quitter son petit copain Patrick O'Connor. Myrna explique à sa meilleure amie que contrairement à son fiancé, Patrick lui était impliqué dans des affaires de drogue et que donc s'il y avait bien une personne qu'elle ne devrait pas fréquenter, ce serait lui. La dispute va prendre une telle ampleur que Jessica va tout simplement se lever et quitter le restaurant. Depuis ce jour, la relation entre les deux femmes ne va faire que se détériorer de jour en jour. La relation était devenue bizarre entre les deux et Myrna se sentait extrêmement mal à l'aise à l'idée de revoir sa meilleure amie. Finalement, après leur petit séjour en Australie afin de visiter leurs anciens amis et les inviter à venir au mariage, Myrna et Arif
retournent en Indonésie et vont se marier en novembre 2015. Et vous l'aurez deviné, Jessica n'a bien entendu pas été invitée. C'est la goutte de trop. Et c'est là que va débuter le plan diabolique de Jessica qui aura pour but d'atténuer la souffrance qu'elle avait en elle. Et la personne à l'origine de tout ce mal, c'est bien Myrna, sa meilleure amie. Quelques semaines après l'annonce du mariage de Myrna, Jessica va décider de quitter l'Australie et de retourner en Indonésie pour commencer une nouvelle vie. À son retour, Jessica va recontacter d'anciens amis qui eux aussi étaient retournés en Indonésie, mais il y a bien une personne qu'elle souhaite revoir plus que tout, Myrna. Jessica va donc recontacter Myrna, lui proposant de se rencontrer autour d'un café. Bien entendu, Myrna, se sentant extrêmement mal à l'aise à l'idée de se retrouver en tête-à-tête avec Jessica, décide d'y aller avec une de ses amies. Et le rendez-vous est donc pris pour 17 h à Olivier, un café de renom situé dans un grand centre commercial au centre de Jakarta. Le 6 janvier 2016, Jessica arrive à 15 h 30 au café, soit quasiment 1 h 30 en avance, ce qui est quand même extrêmement inhabituel. Sur les images de vidéosurveillance, on peut la voir rentrer dans le café, regarder de gauche à droite, puis repartir pour ensuite revenir 45 minutes plus tard avec des achats. Mais cela ne va pas s'arrêter là, puisqu'à son retour, elle va être aperçue en train d'observer les différentes caméras de vidéosurveillance du café. Elle s'assoit et commence à regarder autour d'elle afin de repérer les angles morts des caméras de vidéosurveillance. Mais malheureusement pour elle, il y avait une caméra qui pointait directement sur la table où elle était. Donc aucun angle mort possible. Et elle décide donc de mettre en place une stratégie assez sournoise. Elle se saisit de 3 sacs qui correspondent tout simplement à des sacs cadeaux qu'elle avait achetés quelques minutes auparavant. Puis elle les pose sur la table et les oriente afin de bloquer une grande partie de la table. Après cela, Jessica va appeler un serveur pour passer commande et comme elle avait déjà demandé au préalable ce que Myrna souhaitait boire, elle savait exactement quoi commander. Un café vietnamien, qui est tout simplement du café mélangé avec du lait concentré. Ce qui est étrange, c'est que Jessica a passé commande quasiment 30 minutes avant l'arrivée de ses amis. Sur les images, on peut effectivement voir le serveur arriver avec les boissons et Jessica en train de placer les boissons derrière les sacs qu'elle avait bien entendu positionné de telle sorte à bloquer le champ de vision. Et franchement, il faut dire que cette configuration est plus qu'étrange. Aux alentours de 17 h, Myrna, accompagnée de son amie, arrive au café. Jessica les salue, leur fait asseoir et surtout leur indique qu'elle a déjà commandé les boissons pour elle. À peine 15 secondes après s'être assise, Myrna se saisit de son café, en prend une gorgée et elle réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Son café a un goût amer et désagréable et par réflexe, elle propose à Jessica de goûter son café pour voir si elle aussi trouvait quelque chose de bizarre. Mais cette dernière va refuser et à peine quelques instants plus tard, Myrna va pencher la tête en arrière et sera prise de convulsions. De la mousse blanche se mettra aussi à sortir de sa bouche. En clair, il y a quelque chose qui ne va pas. Le personnel du café va rapidement se précipiter auprès d'elle et tenter de l'aider. Sur les images de vidéosurveillance, on peut voir les clients du café s'agglutiner autour de la table, visiblement très inquiets pour Myrna. Mais Jessica, elle, reste debout, sans bouger et ne semble pas plus être affectée que ça. Pendant les minutes qui vont suivre, Jessica va tout simplement regarder son amie mourir sous ses yeux. Les secours vont rapidement arriver sur place
et Myrna sera transportée à l'hôpital le plus proche. Mais malgré leurs efforts, les médecins ne vont pas réussir à sauver la jeune femme, puisqu'elle perdra tous signes vitaux quelques instants après être arrivée aux urgences. Très vite, la famille de Myrna va porter leurs soupçons sur Jessica, qui était celle qui avait proposé à Myrna de se rencontrer. Et comme par hasard, quelques instants après être arrivée au café, Myrna a perdu la vie. Une enquête va rapidement être mise sur pied et les policiers vont en premier lieu retrouver le café qu'avait bu Myrna, puisque le personnel du café avait eu la brillante idée d'isoler le café dans la cuisine. La boisson sera rapidement transportée dans un laboratoire scientifique afin de procéder à des analyses plus approfondies. Quelques heures plus tard, le verdict tombe. Le café qu'avait bu Myrna contenait une dose létale de cyanure, une dose assez suffisante pour tuer au moins 10 personnes. Le jour même de la découverte, les policiers vont demander à la famille de Myrna l'autorisation de procéder à l'autopsie du corps de leur fille. Mais celle-ci va refuser. Et la raison est simple, la famille de Myrna était de confession musulmane. Et les autopsies ne sont généralement pas pratiquées sur les personnes décédées. Pendant plus de 3 jours, les policiers vont batailler auprès de la famille de Myrna pour obtenir leur autorisation. Ils leur expliquent que l'autopsie sera effectuée dans le plus grand des respects et que seuls quelques échantillons seront prélevés sur son corps. Après plusieurs jours d'attente, le 9 janvier 2016, la famille va finalement accepter de donner leur autorisation. L'autopsie va révéler la présence d'un agent corrosif dans l'estomac de la victime. Mais pire encore, les experts vont aussi retrouver des traces de cyanure. Mais le problème, c'est que le résultat de leur autopsie ne correspondait pas aux premiers échantillons qui avaient été prélevés quelques instants après la mort de Myrna. Et le rapport toxicologique va montrer qu'aucune trace de cyanure n'avait été retrouvée. Pourtant, comme on peut le voir sur les images de vidéosurveillance, les convulsions ainsi que la mousse au niveau de la bouche correspondent parfaitement à l'ingestion de cyanure. Mais rien ne permet d'attester qu'effectivement ce jour-là, Jessica avait bel et bien empoisonné le café de son ami, puisque sur les images de vidéosurveillance, aucun mouvement suspect n'a pu être détecté, notamment parce que les sacs à dos cachaient entièrement les mains ainsi que le café, mais surtout lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont fouillé Jessica de fond en comble sans trouver la quelconque trace de cyanure. Le jour des funérailles de Myrna, Jessica sera aperçue assise à une table et qui semblait extrêmement détachée de la situation. Bien entendu, pendant ce temps, la famille ainsi que les policiers vont tous porter leurs soupçons sur Jessica, qui, je le rappelle, quelques mois auparavant, avait eu une énorme dispute avec Myrna qui lui avait suggéré de quitter son petit copain. Les policiers en charge de l'enquête vont aussi s'orienter vers le personnel du café. Car oui, Jessica avait eu un comportement extrêmement inhabituel et étrange quelques instants après que son amie Myrna ait bu le café empoisonné. She said to the manager, "What did you put on the coffee that made her like this?" En effectuant des recherches sur le passé de Jessica, les policiers vont tomber sur une pépite. Au début de l'année 2015, alors que Jessica était toujours en Australie à ce moment-là, la police avait reçu un appel de la part de Patrick, le petit ami de Jessica, qui leur expliquait que cette dernière avait menacé de mettre fin à ses jours. En août de la même année, Jessica fera les gros titres des journaux après avoir violemment craché sa voiture sur une maison de retraite. Elle s'en sortira miraculeusement et sera transportée à l'hôpital et soignée pour ses blessures. Il a été découvert qu'elle était dans un état d'ébriété avancé et donc entièrement responsable pour l'accident. 2 mois plus tard, Patrick va à nouveau appeler les urgences en leur indiquant que Jessica avait essayé de s'empoisonner au monoxyde de carbone en allumant un barbecue dans sa chambre. En parallèle de cela, Christy Carter,
l'ex-patronne de Jessica va indiquer à la police que cette dernière avait une personnalité bipolaire. Elle pouvait être à des moments extrêmement agréable avec ses collègues et d'un claquement de doigts devenir désagréable et menaçante auprès de ces derniers. Et au moment de se faire licencier, elle aurait même menacé sa patronne de la tuer. Pour les policiers, ils avaient rassemblé assez de preuves solides pour leur dossier. Et le 30 janvier 2016, ils décident d'interpeller Jessica et de l'arrêter sur le champ. Bien entendu, Jessica va nier toutes les accusations en bloc, expliquant qu'elle n'aurait jamais fait de mal à sa meilleure amie. De plus, les différents éléments de l'enquête portent tous à croire que Jessica était bel et bien celle impliquée dans ce meurtre. Elle était arrivée 1h30 avant l'heure de rendez-vous avec ses amis et était aperçue en train de faire du repérage dans le café. Elle avait aussi commandé les boissons plusieurs minutes en avance et s'était assurée de cacher le café vietnamien derrière les sacs de cadeaux de la vue des caméras. La famille de Myrna avait eux aussi eu lieu du différend qu'elle avait eu avec Jessica, mais surtout son comportement au café et aussi à l'hôpital ne laisse aucun doute concernant son implication. De plus, la coopération des autorités australiennes avec celle de l'Indonésie ont permis de mettre la lumière sur plus de 13 rapports de police rédigés contre Jessica. La défense va rétorquer en expliquant que les échantillons qui avaient été prélevés quelques instants après la mort de Myrna ne contenaient aucune trace de cyanure et que les traces de cyanure ont été uniquement retrouvées le jour de l'autopsie. De plus, Jessica n'en possédait pas sur elle le jour de son interrogatoire et aucune preuve formelle ne pouvait attester de sa responsabilité. Can you explain the cyanide in the drink? Do you No, think? I have no idea. Did you put it there? No, of course not. Okay, well, Finalement, après un long procès qui aura tout de même duré plusieurs mois, le 5 octobre 2016, Jessica sera condamnée à 20 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Les différents éléments recueillis lors de l'enquête ont été assez suffisants pour la condamner. Et de son côté, Jessica continuera à nier le meurtre en bloc. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires. Et si vous souhaitez savoir comment une hôtesse de l'air a perdu la vie après avoir passé le jour du Nouvel An avec 11 hommes, vous pouvez directement cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste ici.